Le projet de parole partagée, et notamment de cette journée d'aujourd'hui, de ce forum national, c'est de dire où sont les lieux dans la société où on peut créer des conditions d'élaboration de paroles collectives. Plein de gens font ça. Le problème, c'est que ces initiatives sont un peu partout, elles sont disséminées dans toute la France et qu'elles sont très peu reliées entre elles. Donc notre contribution humble mais déterminée, c'est de relier toutes ces initiatives. Donc on a un site internet, on a des forums, on a des formations, on a un concours radio. Et tout ça, c'est autant de moyens, modestes moyens, que l'on s'est donné pour que ces initiatives de territoire, de terrain, soient reliées entre elles et puissent se discuter et arriver à des nouvelles propositions et à de nouvelles pratiques de démocratie en fin de compte. Sur une idée assez visuelle, de se dire ce qu'on a envie de faire finalement, c'est de poser des questions aux gens. Et peut-être, si on pose des questions, de pouvoir discuter ensuite avec eux. Et si on discute avec eux, c'est de garder une trace de tout ça et comment on fait vivre derrière cette parole-là. Donc on est parti sur un premier élan où on a créé une série de 6 questions. Qui étaient, donc voilà, les questions qu'on a envie de poser, c'est qu'elles soient le maximum ouvertes et qu'elles causent aux gens et que qu'ils soient un peu des questions de vie, mais où on peut à la fois avoir une réponse très politisée, on peut avoir une réponse qui est de l'ordre du quotidien. Et surtout, ce qu'on cherche, c'est un peu de modifier un peu ce rapport d'interaction qu'il y a globalement dans les rues passantes aujourd'hui, où les gens, enfin voilà, nous, on est finalement pas en demande, on offre un espace. Mais on essaye de travailler et s'interroger sur qu'est-ce qui fait que les gens vont peut-être s'arrêter ou s'arrêter de plus en plus pour pouvoir discuter ou que ça va leur parler. Donc d'avoir de la distance, puisque le but, c'est pas d'aller agripper les personnes dans la rue. Un moment qui est le fruit d'une récolte. Dans la rue, déjà, pour nous, c'est important, c'est politique, c'est de réinventer des espaces où c'est possible de discuter ensemble. Et la question derrière, c'est de savoir qu'est-ce qui va émerger finalement de tout ça. Et est-ce que finalement la pensée, la confrontation d'idées pourra amener de l'action avec aussi d'autres gens. Podemos est organisé par des cercles donc, qui rappellent les assemblées des indignés. Donc, aux 4 coins de l'Espagne, il y a ce qu'ils appellent des circulos. Qui sont donc voilà, on refait un peu les assemblées, on vote sur des propositions et tout ça remonte. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'ils utilisent Internet pour faire remonter ces propositions. Donc il y a un truc qui s'appelle Plaça Podemos qui reprend un peu l'imaginaire indigné où il y a à peu près 5000 inscrits. Donc ça, c'est une première base où c'est des personnes qui se connectent tout le temps, qui rejouent sur Internet une forme d'assemblée numérique permanente où ils vont débattre de tous les sujets d'actu, de tous les positionnements à ciel ouvert. Le niveau au-dessus, c'est les inscrits au site de Podemos pour voter sur des positions du parti officiel. Donc, qu'est-ce qu'on pense de la politique d'austérité? Est-ce qu'il faut un revenu minimum, etc. Là, on s'inscrit sur le site de Podemos, et là, c'est beaucoup plus large. Il y a à peu près 200 000, plus de 200 000 maintenant, inscrits à Podemos. Donc déjà, c'est une base plus large qui correspondrait à peu près à des militants classiques d'un parti. Et ensuite, le truc très fort à Podemos, c'est le compte Twitter de Pablo Iglesias, qu'il a une espèce de pouvoir super, voilà, qui pèse très lourd dans la manière dont le parti s'oriente. Et là, il a à peu près plus de 700 000 followers. Donc, Pablo Iglesias joue tout le temps sur les différents registres. On ne sait jamais de quel Podemos il parle. Est-ce qu'il parle du Podemos qui sont les assemblées de quartier, là où il y a les débats peut-être les plus intéressants? Est-ce qu'il parle du Podemos ou plutôt d'un parti classique où on a 200 000 inscrits et où on va voter sur quelques résolutions, voilà. Ou est-ce qu'il parle de son compte Twitter où là il a un espèce de réseau incroyable, voilà. L'algorithme de Twitter, c'est je suis des gens et puis il y a un fil chronologique. Donc au moment des événements, il y a une espèce de focalisation sur l'événement qui permet aux acteurs de
de le prendre. Sur Facebook, c'est pas du tout le même algorithme. C'est un algorithme qu'on appelle Edge, qui regarde le réseau social et qui, dans le réseau social, choisit ce qui est majoritaire. C'est-à-dire ce qui, dans le réseau de vos amis, vont être les personnes qui parlent le plus souvent ou qui disent les choses qui ont le plus de likes, d'aimer. Ce qui fait que si vous avez aimé un jour 2-3 choses, finalement, vous n'allez même pas voir l'ensemble des productions de vos amis, de ceux que vous êtes censés suivre, mais vous allez n'en voir qu'une seule petite partie. Et donc ça, c'est un réseau qui produit une sociabilité faible, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas d'aspérité, où les gens se ressemblent. Et donc, vous voyez, on n'a pas l'Internet, on n'a même pas les réseaux sociaux. On en a deux qui, dans l'événement, au moment de l'événement, réagissent fondamentalement différemment à cause des algorithmes, des méthodes qui sont utilisées à l'intérieur. Les gens sont soucieux de ce qui se passe autour d'eux. Je veux dire, c'est un leurre de se dire que les gens ne s'intéressent plus à la chose publique. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'idée de départ, c'était de se dire, on va faire une première réunion publique, comme tout le monde, hein, parce qu'il faut bien parler aux gens à un moment donné, mais on va les accueillir en leur disant qu'on n'a pas de programme et que c'est eux qui vont le faire dans le cadre de réunions avec des méthodes, hein, bien sûr. Et c'est ce qu'on a fait. Première réunion, on a eu 120 personnes. Je vous rappelle, on est 1200 dans le village. Dans tout le groupe, il n'y en a aucun qui avait eu un quelconque mandat, qui s'était déjà présenté à la mairie. Enfin voilà, on n'était que des citoyens vraiment très lambda. Hein. Et ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a repris les 7 grandes thématiques, les 7 grandes compétences d'une commune. On a proposé donc aux 120 personnes d'aller s'installer sur la compétence qui les intéressait. Et on a travaillé pendant 3 heures avec eux et on a fait un diagnostic. Voilà, basé sur l'expertise d'usage des habitants. Les gens sont sortis de là avec une énergie incroyable. Et puis, vu le succès, du coup, on en a fait une deuxième. Et la deuxième, l'objectif, c'était de reprendre le diagnostic de la première séquence et de travailler sur des orientations, sur des projets. Il est sorti 90 projets. Troisième réunion, pareil, on était à peu près le même nombre de personnes. On a priorisé les projets. Donc on est passé de 90 à 30 projets. Et notre tract de campagne était composé essentiellement des projets du coup choisis et priorisés par les habitants. On a poussé le vice encore plus loin, c'est-à-dire que les futurs élus, on leur a fait la proposition de se positionner comme animateur des groupes. Alors un animateur, c'est quelqu'un qui est le maître de la méthode, mais qui n'intervient jamais sur le fond. Donc on a poussé le vice jusqu'à dire à nos élus, vous n'allez même pas intervenir sur les sujets de discussion en fait. Vous allez juste ouvrir vos oreilles. Voilà, et vous êtes à l'écoute de vos habitants, de vos futurs administrés si tout se passe bien à la fin, et vous allez écouter ce qui, leurs attentes, leurs désirs, leurs envies pour ces 6 ans de mandature. L'exemple de Saillant qui est très intéressant, puisque là, ils sont partis, ils n'avaient pas aucun projet. C'est-à-dire, on a dit aux gens, constituez à partir des missions de la commune, constituer le projet. Alors ça, c'est très fort. Ça arrive rarement, ça. On ne demande jamais aux gens de produire leur projet. On leur dit, dans le cadre du projet, essayez de dire ce que vous pensez. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, je pense que là, il y a peut-être une voie à explorer sur la libération de la parole. Mais ça ne résout pas le problème de porter cette parole au niveau de la mécanique démocratique, c'est-à-dire qu'après, comment on incarne ces projets qui ont été constitués vraiment par la base, là, du coup, comment on les incarne dans la vie démocratique et comment on constitue des projets, une vie administrative, si j'ose dire, puisqu'il faut bien au bout d'un moment qu'une vie administrative règle les questions qui ont été posées. Moi, ce qui me passionne dans l'expérience Podemos, c'est la manière dont Iglesias arrive à séduire, avec toute une culture populaire nouvelle, des gens qui s'étaient complètement dépolitisés en Espagne et dégoûtés de la politique. C'est quelqu'un qui utilise l'univers des séries télé, des bouquins, c'est quelqu'un qui renvoie aussi à des trucs de jeux vidéo et qui politise absolument tout de la culture. Ce qu'il fait là est absolument passionnant parce qu'il arrive à parler à un public
qui s'était complètement détourné de l'enjeu électoral peut-être de 2015. Donc ça, c'est très intéressant. Et en même temps, moi, je suis très critique de ce que j'ai vu sur la manière dont il passe en force pour banaliser le parti. On est vraiment maintenant sur un parti, donc les structures du parti sont très verticales, avec Pablo Iglesias et ses proches qui sont organisés dans un bureau. Donc ils sont une dizaine maintenant à chapeauter le truc et qui prennent à peu près toutes les décisions sur la stratégie du parti. Ce que je trouve passionnant dans ce que Ludovic Lamant a dit sur Podemos, c'est que ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est transformer la vitalité et la capacité, le potentiel démocratique des communautés d'action en structure politique capable de s'adresser à l'État ou de s'emparer du pouvoir d'État. Et là dans ce que vous nous avez raconté sur Podemos, on voit quand même les vieux mécanismes politiques reprendre le dessus très très vite. Il y en a d'autres, mais c'est ça l'enjeu de la construction de la parole démocratique pour moi. C'est-à-dire qu'on a besoin de réfléchir sérieusement à plusieurs, en partant et en respectant la légitimité radicale de la communauté d'action, parce que c'est celle où les gens sont vraiment dans la maîtrise de ce qui les concerne directement, mais au-delà de ce qui les concerne directement, il y a un moment où il faut monter à la fois en compétence et en capacité stratégique. Je retiens deux choses qui me semblent magnifiques. Le retour aux fondamentaux, sur à quoi servent les centres sociaux, ramener leur rôle, leur raison d'être à cette chose toute simple, des projets portés par des habitants et accompagnés par des professionnels. Le principe fondateur du quotidien, à l'instant où le lieu est ouvert, il est accessible à tous pour n'importe quelle pratique, quelle qu'elle soit, sans règlement, sans règles, sans interdit. On y pose des garde-fous qui permettent de partager cet espace-là de façon tout à fait libre. Ça fonctionne plutôt bien. On y découvre des pratiques de différentes natures qui vont de la pratique sociale du quotidien par les familles. Je viens fêter un anniversaire, je viens faire un repas, je viens je sais pas, faire du tricot, comme ça nous est arrivé, ou je viens parce que j'ai un endroit pour venir travailler mon art, que je sois amateur, néophyte ou professionnel, dans quel domaine que ce soit. D'une certaine façon, pour répondre au thème de la parole partagée, c'est une façon de partager la parole, mais par les actes. En quelque sorte, les actes sont aussi des façons d'exprimer les choses, et l'enjeu, c'est bien de laisser des espaces disponibles pour les expressions. Et donc nous avons délibérément pris le parti pris de nous déspécialiser et de nous organiser territorialement en disant, ben voilà, l'équipe ne va pas travailler par rapport à des publics, mais par rapport à des territoires et des personnes et des activités humaines, et voir avec l'ensemble des acteurs du territoire comment chacun définit dans son activité propre sa composante culturelle. Donc nous cherchons délibérément à réduire nos compétences à nos actes fondateurs, à savoir, on sait accueillir des artistes, on sait accueillir du public, point final. Pour tout le reste, je suis incompétent, donc c'est le vide entre moi et d'autres compétences qui va permettre de construire du projet ensemble. Les pouvoirs publics n'ont pas de stratégie, ni au niveau national, ni au niveau local. Ils ont des outils, ils ont des institutions, ils ont des budgets, ils ont des dispositifs administratifs, etc. Ils n'ont pas la vision stratégique. Si les associations veulent peser dans la négociation et retrouver effectivement des moyens d'agir, elles doivent venir devant les pouvoirs publics avec une vision stratégique des choses, et elles ont la capacité de l'avoir, parce qu'elles sont en contact avec la société telle qu'elle change. L'idée, c'est de se dire que le Grand Paris, en tant que tel, ça ne nous intéresse pas forcément, mais ça peut être un levier d'action hyper important, puisqu'en fait, tout est en train de se redessiner à l'échelle de l'Île-de-France. Donc ça peut être l'occasion de reposer un certain nombre de questions à laquelle la métropole va pouvoir apporter des réponses. Donc on a développé une démarche qu'on a appelée Métropole et Participation,
ou autour d'ateliers citoyens qu'on appelle des métro-kawa. L'idée, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent de produire des choses et pas juste de se rencontrer pour discuter, mais aussi d'avancer. Donc on a formulé des propositions auprès de Paris Métropole au moment de... Enfin, voilà. Et on est très en lien avec les acteurs institutionnels qui font le Grand Paris aujourd'hui. On est membre de la mission de préfiguration dans le Conseil des partenaires socio-économiques. On est convaincu en fait que du coup la question du Grand Paris, si elle permet une mobilisation citoyenne, elle peut contribuer à changer les choses en Ile-de-France. Du coup, on a engagé une démarche cette année avec l'atelier, qui est le pôle ressources de l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France, qui consiste à former les acteurs associatifs et les bénévoles de différentes structures sur la question du Grand Paris. Donc nous, on s'intéresse à 4 champs en particulier, l'éducation populaire, l'emploi et l'insertion, la culture et la question de la mémoire, et l'innovation et le numérique. La capacité à comprendre le changement social, elle est dans l'engagement associatif. Si des associations sur une ville, sur une agglo, sur un département élaborent ensemble un plan d'action, une vision stratégique, si en se basant sur l'action qu'elles mènent déjà, sur l'activité sociale dont elles sont porteuses, si elles peuvent élaborer une stratégie, et là, les directeurs de centres sociaux, ils ont une capacité d'action, une capacité de compréhension de la société qui est extrêmement forte, alors elles peuvent convaincre et elles peuvent imposer d'une certaine manière les temps de débat démocratique qui leur vont bien. Mais il faut vraiment monter en capacité stratégique, il faut se donner les moyens, et pour se donner les moyens, il faut créer des communautés d'action, il faut être à plusieurs. Le truc qui a été le plus partagé au mois de janvier, c'est une minute de silence. C'est étonnant. Et la participation, on parle toujours de la parole. Est-ce que la participation, c'est la parole? Parce que c'est peut-être pas que ça, d'ailleurs. On a des centres sociaux, on a des foyers ruraux, des MJC. Il y a des lieux, des espaces, donc matérialisés, donc qui doivent absolument être ouverts et permettre dans ces lieux-là, au quotidien, à la parole de s'exprimer. Donc que nos animateurs se construisent, que nos animateurs, que les élus, au quotidien accompagnent ces paroles, donc soient formés, qu'on accepte le temps aussi, qu'on accepte que dans la construction de cette démocratie, dans la construction de cette souveraineté, de cette citoyenneté, par la parole, par l'acte, le temps est un phénomène qui est important. C'est qu'on ne nous demande pas des éléments tous les jours. Donc, et qu'avec les animateurs, qu'avec les jeunes, sur ces territoires, dans ces espaces, on construise au quotidien, petit à petit, je dirais marche après marche, des actes quotidiens où les personnes se réapproprient leurs paroles. Le quartier, comment il était bâti, il y avait encore des friches, en fait, des champs. On avait la chance encore d'avoir quelques champs qui étaient là. On s'est dit, ces espaces-là, soit on fait rien, et a priori, ça va continuer à construire, parce qu'il y a cette espèce de boulimie, et on construit, sans trop réfléchir. Soit nous, peut-être, en fait, on peut influer là-dessus, et on peut peut-être, du coup, mettre vraiment l'habitant dans sa place de maîtrise d'usage, avec les architectes, avec les urbanistes, avec les pouvoirs publics, les financeurs, la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Alors on s'est dit comment faire pour intéresser les habitants, parce qu'on voyait bien qu'au départ, les gens s'en foutent un peu, quoi, en définitive. Enfin, c'est un peu un truc qu'on laisse faire. Puis on se dit, on est impuissant, quoi, face à tout ça, quoi. Il y a un parc pour enfants qui se met en face, ça c'est super, quoi. Voilà, mais c'est pas nous qui l'avons décidé, il est là. Et du coup, on s'est dit, l'artiste, là, il va nous aider. Donc on a fait 40 cabanes éphémères, construites pendant 6 mois. Alors après, nous, il y a la construction, bien sûr. Donc on revient sur l'histoire du quartier. Et on a créé plein d'outils que les bénévoles prennent en main totalement, d'ateliers de construction. Et puis ça, on ne l'a pas calculé vraiment. À un moment, c'est les pouvoirs publics, la ville qui est venue nous voir. Qui a dit, mais vous ne voulez pas qu'on voit un peu, là on est sur la rénovation du quartier, comment on peut aller plus loin sur au-delà de la fête, au-delà de l'appropriation, et là c'est des termes de professionnels, ça c'est clair, de l'appropriation du territoire par l'habitant, au-delà de ces problématiques-là, est-ce qu'on peut pas, vous ne pouvez pas participer
aux consultations et du coup aussi à la mise en œuvre, vraiment à la maîtrise d'usage, de la rénovation du quartier, de ce qu'on fait de cette friche. Alors là, on s'est dit, bon, il faut qu'on aille plus loin. Et c'est un monsieur qui s'appelle Kinya Maruyama, qui a beaucoup travaillé en France. Et ce gars-là, il est très fort. On a réussi à mettre autour de la table des habitants, des étudiants en architecture de Bordeaux, en art plastique de Bordeaux, de Pau, des étudiants chinois et des étudiants japonais et des artistes aussi locaux. Donc il y avait à peu près une 60aine de personnes. Donc en habitants, il y avait à peu près 40 habitants. Et du coup, c'est par exemple un Japonais qui soumettait l'idée à l'habitante qui, elle, ouvrait tous les matins son volet en voyant la friche et ce qui allait devenir, quoi. Enfin, c'était à elle de décider, de proposer. Et puis, c'est l'élève japonais qui disait « Ah, mais tu vois, ça serait super intéressant que tu aies une maison de thé, là, traditionnelle, machin. Nous, on fait ça là-bas. Ah ouais, on fait ça, tac. » Et en échange, et c'est devenu vraiment un plan d'architecture, un plan d'urbanisme, un parc qu'on propose, tiré aussi d'influence d'un monsieur qui s'appelle Gilles Clément et qui est venu sur ce lieu et qui nous a inspiré aussi dans son concept des jardins de l'utile et de l'agréable. Pour moi, voilà, la démocratie aujourd'hui, c'est de permettre à tous les citoyens de participer. La démocratie doit tendre vers quelque chose de beaucoup plus participatif. Elle doit vraiment inclure les personnes. Ça ne doit plus rester dans le contexte qui, pour moi, est assez dépassé. En tant que citoyen, je vais juste voter. Et après, ça s'arrête là. Je ne participe plus aux affaires publiques, je ne participe plus aux affaires de la cité. Ça ne me concerne pas, c'est ces gens-là qui sont plus grands que moi et que j'ai élus. Non. Ces gens-là, c'est juste pour moi des gens qui doivent accompagner. C'est des personnes qui nous représentent, certes, mais elles doivent nous accompagner. Et nous, en tant que citoyens, que personnes vivant dans la cité, on doit tous s'impliquer. Et c'est en s'impliquant qu'on pourra vraiment, voilà, comme à Saint-Laurent, construire quelque chose dans lequel on se retrouve tous, en fait. Ce qui est très beau en Espagne en ce moment, je trouve, c'est qu'on n'est plus du tout dans le scénario des indignés de 2011 où on occupe un espace et on fait des assemblées qui durent des heures et des heures pour obtenir un début de consensus entre 300 personnes. Par exemple, tout le mouvement anti-expulsion immobilière en Espagne qui a repris des pratiques et des manières de faire qui s'étaient développées sur les places en Espagne et qui a incorporé ça pour aller batailler contre des expulsions immobilières provoquées par des demandes de telle ou telle banque parce que tel ou tel crédit n'a pas été remboursé. Il y a un procès contre des responsables des banques aussi qui est lancé par une association, notamment Rodrigo Rato, l'ancien président du FMI, un espagnol, qui est menacé par un procès qui a été lancé par des indignés de Madrid et de Barcelone. Donc tout ça, c'est des manières de cultiver un espèce d'héritage indigné qui n'ont pas grand-chose à voir avec Podemos, mais qui sont aussi à surveiller parce qu'elles disent aussi beaucoup de choses sur la réinvention du politique et tenter d'autres expériences. Par exemple, à Barcelone, il y a une expérience de démocratie participative, voilà, les Guaniem, qui, eux, viennent aussi des indignés, mais qui ont décidé de s'attaquer aux élections, mais par le local, donc en profitant des municipales qui arrivent en mai prochain. On a besoin d'avoir confiance dans l'idée que les mouvements sociaux existent. Ils sont parfois silencieux, mais ils sont... Marzouki, avant le président tunisien, enfin l'ancien président tunisien, avant qu'il ne fasse des tas de concessions, avait cette formule extraordinaire qui dit « Nous, les mouvements sur les droits de l'homme qui existaient sous la dictature de Ben Ali, nous plantons des graines. Et quand on plante dans le désert, ça ne germe pas tous les ans, ça n'est pas régulier. Mais la graine est là, en dormance, et un jour ou l'autre, les conditions seront telles que ça va fleurir. Je crois que les mouvements sociaux, c'est cette logique-là qu'il faut avoir. Et donc, nous aurons des mouvements sociaux, comme il y a eu en Espagne, et qui peuvent produire des structures qui, temporairement, vont servir à relancer les mouvements sociaux suivants. On n'est pas obligé de partager la même vision du monde pour agir ensemble. Savoir de l'expérience, de la sensibilité, du vécu, mais aussi le savoir de scientifiques, d'intellectuels, d'universitaires qui peuvent permettre de faire émerger parfois des non-dits ou des choses difficiles à dire. Et surtout de qu'est-ce qu'on va faire après de cette parole-là. La valeur essentielle, c'est le développement du pouvoir d'agir des habitants et faire en sorte que ces gens reprennent leur vie en main et prennent leur environnement en main.
parole partagée va peut-être devenir action partagée. Peut-être le dernier mot, c'est de dire qu'à vous de créer du désir aussi de participer à ces activités, à ces communautés d'action, à ces communautés de rêve, je ne sais pas quoi. Il faut arriver à susciter du désir, hein, et c'est pas toujours ce qui est le plus facile. Merci à tous, merci à nos intervenants, merci à votre participation.